Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie, deuxième sur une série de 3 vidéos concernant l'interprétation de la rétrogradation des planètes. Dans cette deuxième partie, je vais vous présenter les cycles de rétrogradation pour 2024 et faire un focus sur la façon dont on peut interpréter Pluton, Uranus et Neptune dans le thème de naissance lorsque ces planètes, l'une ou l'autre, sont en phase de rétrogradation. Alors c'est parti. Je vais revenir quand même sur quelques aspects liés à la façon dont on peut percevoir la rétrogradation. En fait, en préparant cette vidéo, il m'est venu une image, c'est celle de la vague dont j'avais déjà parlé dans la première vidéo, il me semble, en vous disant que selon moi, la rétrogradation, c'était un petit peu comme une vague dans la marée lorsqu'elle part en arrière. Elle capte en fait des énergies, elle se prépare avant le mouvement direct où elle va à nouveau affluer vers la Terre. Et en fait, l'image qui m'est venue toujours sur cette vague, serait que la rétrogradation peut aussi concerner la base de la vague, c'est-à-dire qu'on est sur quelque chose qui est un peu caché, qui est pas la vague de premier abord visible, c'est-à-dire son sommet, avec la mousse, avec voilà, ce qui nous percute, si je puis dire, de premier plan, mais ce qui la soutient, l'énergie, le courant marin qui se trouve en dessous et qui quelque part fait aussi la force de la vague. Donc pour moi, la rétrogradation, c'est à la fois ce mouvement de prise de recul et donc d'intériorisation où on va capter des énergies, on va presque en quelque sorte les amasser en soi et en même temps, ces énergies vont soutenir le changement attendu. Ensuite, la hauteur, l'intensité de la vague, la force du courant vont dépendre de plusieurs facteurs autres que la rétrogradation en elle-même. Ça va évidemment dépendre de l'ensemble des configurations du thème de naissance. Ça va dépendre du travail que l'on a pu faire sur soi. Les configurations astrologiques ne font pas tout. Est-ce qu'on accompagne ou est-ce qu'on résiste les impulsions, les invitations que représentent nos configurations astrologiques? Et ça dépend aussi évidemment de l'environnement, surtout sur des planètes dites lentes, telles que donc Pluton, Uranus et Neptune, qui sont des planètes à la base collectives, qui ont un impact bien plus sur le collectif que sur l'individuel, parce que là, c'est des mouvements où en fait, on peut être aussi pris dans une ambiance générale. Donc, en fonction justement de l'ambiance, de la société, de l'époque dans laquelle on se trouve, le courant peut être plus ou moins fort et les changements, puisqu'on est sur des notions de changement, des transformations attendues, peuvent être donc plus ou moins conséquents. Donc voilà ce que j'avais envie de préciser avec vous sur mon interprétation de ce phénomène qu'est la rétrogradation. Voyons à présent comment vont se présenter les cycles pour 2024. Donc je vais reprendre toutes les planètes et puis par la suite pour la vidéo, focus donc sur 3 planètes que sont Pluton, Uranus et Neptune en rétrogradation. Donc là plus par rapport au thème de naissance. Alors, les cycles, donc évidemment, si je n'ai pas fait d'erreur, donc je vous invite à vérifier. De toute façon, on le verra bien au fur et à mesure de l'année 2024 avec donc les éphémérides et les informations que l'on aura sur ces rétrogradations. Donc Mercure, comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, rétrograde 3 à 4 fois dans une année. Donc à chaque fois, sa phase de rétrogradation dure 23 jours. Et pour 2024, sa première phase de rétrogradation sera entre le 1er et le 25 avril, puis entre le 5 et le 28 août, et terminera l'année entre le 25 novembre et le 15 décembre. La première fois, la rétrogradation sera en bélier. La deuxième fois en balance et en vierge, donc c'est la période du 5 au 28 août. Et pour le 25-15 décembre, Mercure rétrogradera en étant en Sagittaire. Vénus ne va pas du tout rétrograder en 2024 parce que son cycle de rétrogradation est de 1 an, enfin tous les 1 an et demi. Donc là, on va dire que 2024 n'est pas concerné. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Enfin, peu importe. Je crois qu'il faut laisser tomber ces conceptions trop dichotomiques. Mais en tout cas, pas de rétrogradation de Vénus en 2024. Mars va rétrograder entre le 6 décembre 2024, donc vraiment à la fin de l'année,
et ça va continuer jusqu'au 23 février 2025, puisque ça dure 73 jours, un cycle de rétrogradation de Mars. Et donc, à ce moment-là, Mars sera en Lion et en Cancer. Jupiter va rétrograder du 9 octobre 2024 au 4 février 2025. Donc là aussi, on est plutôt vers la fin de l'année 2024. Jupiter sera en Gémeaux. 2023, Jupiter est en Taureau. 2024, au printemps, elle va passer donc en Gémeaux. Saturne va rétrograder entre le 29 juin et le 15 novembre 2024 en étant toujours en Poisson. Uranus, toujours en Taureau, va rétrograder et en phase de rétrogradation 28 août 2023 jusqu'au 27 janvier 2024. Neptune va ensuite, va à son tour rétrograder entre le 2 juillet et le 7 décembre 2024 en étant toujours en Poisson. Quant à Pluton, sa rétrogradation va concerner la période du 3 mai au 11 octobre 2024. Et donc Pluton sera d'abord en Verseau pour ensuite revenir en Capricorne. C'est son dernier mouvement entre le Verseau et le Capricorne. Ensuite, il va, une fois qu'il aura terminé son cycle en Capricorne, passer pour de bon en Verseau pour une période relativement longue. Petit oubli concernant Uranus, à nouveau entre le 2 septembre 2024 et le 31 janvier 2025, Uranus sera rétrograde. Voilà, donc ça c'est ma proposition sur les cycles de rétrogradation pour 2024. Voyons à présent comment, selon moi, interpréter 3 planètes lentes, à savoir Pluton, Uranus et Neptune, lorsqu'elles sont rétrogrades. Donc, je vais vous donner les grands traits et vous proposer deux analyses pour Uranus et pour Neptune, à savoir Uranus en Taureau et Neptune en Sagittaire, pour vous donner un petit peu un exemple plus précis. Donc, à chaque fois, je vais reprendre un petit peu les bases de ce que sont chacune de ces 3 grandes planètes. Donc, Pluton, de manière générale, c'est la planète auquel on va associer des notions telles que la transformation, la régénération, l'obscurité, la métamorphose. C'est relié aussi au Scorpion. La notion de mort-renaissance, les bouleversements, les crises explosives. Il y a une notion de délivrance, de dénouement avec Pluton, mais aussi de risque d'effondrement. Pluton propose aussi d'entrer dans une nouvelle vie et elle est reliée quand même à l'occultisme, toujours en rapport avec le Scorpion notamment. D'ailleurs, Pluton gouverne la maison 8, à savoir la maison du Scorpion, des crises, des épreuves, des transformations, des transmutations. Elle gouverne également, alors ça c'est moins connu puisque c'est en fonction de l'astrologie que je pratique, à savoir selon les enseignements du tibétain, du maître tibétain et les livres d'Alice Bailey, que Pluton gouverne l'âme et l'esprit dans le signe des poissons. Au niveau de la personnalité, les poissons sont gouvernés par Jupiter, tandis que sur le plan de l'âme, les poissons sont reliés à Pluton, et de même au niveau de l'esprit. Alors, Pluton rétrograde dans le thème de naissance, je vous propose là une façon un petit peu générale d'interpréter Pluton, mais je ne vais pas m'appesantir là-dessus, vous l'avez sous les yeux, je préfère passer à la page d'après parce que j'ai fait une analyse, on va dire, un petit peu plus poussée. Toutes mes erreurs, non, pas du tout. Voilà, c'est pour Uranus que je l'ai développé. Donc, je vais rester sur cette page et vous proposer mon interprétation de Pluton rétrograde dans le thème de naissance. Donc, Pluton va indiquer globalement là où il y a des enfermements à faire tomber, des limitations, où il y a de la vie à apporter, parce que le signe et la maison dans laquelle Pluton se trouve montrent qu'il y a des restrictions, des inhibitions, des manques. C'est pas très fun, on va dire, à la base, la configuration de Pluton, mais simplement c'est bien le rôle de Pluton que de faire tomber ce qui bloque la vie, ce qui bloque même l'évolution de la conscience et ce qui bloque quelque part aussi la possibilité qu'on a d'être pleinement épanoui et heureux dans notre vie, parce que ces zones un petit peu de blocage et d'ombre pèsent sur notre épanouissement personnel. Lorsque Pluton est rétrograde, on peut penser
que quelque part, les ombres et les blocages présents sont là depuis un bon moment. C'est-à-dire qu'ils s'étaient déjà présents avant que nous venions en incarnation, si je puis dire. Ils pesaient déjà sur la conscience familiale. Donc ça peut être des bagages assez lourds quelque part, transgénérationnels. C'est aussi un peu le rôle des planètes lentes, hein, de faire travailler sur des générations, mais et c'est peut-être pour ça aussi, enfin, le fait que ces planètes soient rétrogrades la moitié de l'année montre peut-être, enfin, à mon sens bien que pour une grande partie de la population, on a à travailler sur des schémas et des chaînes qui concernent aussi les générations précédentes. Et lorsque Pluton est rétrograde, à mon avis, ou lorsque ces planètes lentes sont rétrogrades, on est venu vraiment faire un travail encore plus en profondeur que ceux qui ont un Pluton ou un Neptune ou un Uranus direct. Eux, c'est un peu comme s'ils étaient la première vague où là où ils avaient déjà à faire tomber des restrictions, avec Pluton et Uranus notamment. Neptune, c'est pas la même histoire. Simplement, ils attaquent les choses de façon un peu plus directe, qui paraissent plus faciles, mais peut-être aussi leur travail est un peu plus soit à l'avant-garde, soit, alors pas superficiel, mais ils vont faire ce qui est le plus facile d'accès, si je puis dire. Quand on a Pluton ou Uranus en rétrograde, on va s'attaquer vraiment aux aspects les plus résistants. Mais ça veut dire que du coup, nous-mêmes, ceux qui avons donc des planètes rétrogrades telles que Pluton et Uranus, eh ben, on est pris dans ces aspects particulièrement résistants. Donc, on a affaire à des schémas qui sont bien souvent bien ancrés, où il y a une répétition déjà transgénérationnelle, mais aussi au cours de nos vies. Un Pluton rétrograde, il faut se dire que la libération va arriver assez tard probablement. Elle peut évidemment arriver plus tôt parce que c'est avant tout une histoire de conscience, d'accompagnement à ce travail libérateur de Pluton, à ce travail de régénération et de transformation. Mais bien souvent, il y a un peu un manque de conscience. On ne voit tout simplement pas qu'il y a un problème. Pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas? Parce que, comme je vous le disais, ça vient des générations précédentes. Et du coup, on a grandi dans un environnement familial où, entre guillemets, ce problème était considéré comme pas franchement un problème, où il n'y avait pas les clés de travailler dessus. Hein, par exemple, un Pluton en Vierge peut traduire le fait, un Pluton rétrograde en Vierge, que ça fait un moment que dans les générations précédentes, il y a une problématique au niveau du féminin. Des femmes qui n'arrivent pas ou qui ne peuvent pas, qu'on n'autorise pas à prendre pleinement leur place, à être reconnues à part entière. Il y a un manque d'estime du féminin, un manque de valorisation de la femme. Et donc, les qualités de l'énergie féminine a été verrouillées, bloquées. Et si on est soi-même avec un Pluton rétrograde en Vierge, on porte tout ça en soi. On le porte dans sa psyché, si je puis dire, mais on porte aussi quelque part la responsabilité ou la décision de vraiment aller au bout du truc pour dire maintenant c'est fini. Voilà, c'est un travail, encore une fois, de libération en profondeur. Mais ça veut dire qu'on peut s'attendre à ce que l'on répète des histoires, notamment si on est une femme, des histoires de couple. Mais remarquez, ça marche aussi avec un homme qui aura des difficultés de couple de toute façon. Parce que soit en tant que femme, on va avoir du mal à s'affirmer et à se reconnaître pleinement dans la relation de couple. Et donc on risque d'être un peu ou écrasé, ou beaucoup de célibat, beaucoup de relations qui ne fonctionnent pas bien longtemps. Ou en tant qu'homme, on va avoir du mal à trouver la compagne qui pourrait correspondre. Bon, après, peu importe l'orientation sexuelle, parce que ça marche de toute façon, selon si on est plus porteur d'une énergie féminine ou d'une énergie masculine, on aura du mal avec le complément, si je puis dire. C'est-à-dire que voilà, hein, la féminité marche avec le masculin et le masculin marche avec le féminin. Donc forcément, si la féminité est verrouillée, ça veut dire que la relation ne pourra pas être équilibrée dans la relation de couple. Il y aura encore une fois soit victime d'un abus de pouvoir, soit soi-même, on peut être celui qui est un peu quand même psychorigide, très dans des valeurs, dans des
dans des normes très, très strictes, et donc ça empêche un épanouissement dans la relation de couple. Après, ça ne joue pas que sur la relation de couple, hein, c'est globalement aussi la question de l'estime de soi, comme je disais, donc ça peut affecter tout ce qui est relation professionnelle, amicale, familiale, et c'est aussi avec un Pluton en Vierge, la capacité que l'on a à aller vers ce qui est bon pour soi, parce que l'on a conscience de ce qui est important. Donc si on a conscience de ce qui est bon, juste, soutenant, nourrissant intérieurement pour soi, et qu'en plus on y va, ben on peut se développer, on peut connaître une vraie croissance intérieure, et donc, comme je le disais, aller vers de l'épanouissement. Par contre, si on manque de conscience à ce niveau-là, parce que à la base, nos besoins fondamentaux n'ont pas été considérés, parce qu'on n'a pas été reconnu, parce qu'on n'a pas été valorisé, soutenu, c'est ça, c'est Pluton en Vierge, en tout cas il y a des manques de ce côté-là. Il faut voir dans quelle maison se trouve Pluton en Vierge. Eh ben dans ces cas-là, on n'a pas les clés pour savoir ce qui est vraiment bon pour soi, peut-être même pour s'autoriser à aller vers ce qui est bon pour soi, et donc on va avoir du mal à vraiment soutenir notre croissance intérieure, notre développement. Et donc, Pluton rétrograde va montrer que, quel que soit le signe dans lequel il se trouve, là j'ai pris l'exemple d'un Pluton rétrograde en Vierge, mais quel que soit le signe, il va y avoir une vraie difficulté à manifester les belles et grandes qualités du signe habité. Et donc ça va bloquer, ça va freiner. On va sentir que on passe à côté de quelque chose, même si on ne sait pas exactement quoi. C'est vrai que, encore une fois, Pluton rétrograde va demander alors quand on le sait, c'est intéressant, parce que à la base, ça veut dire qu'il y a un manque de conscience. Mais si on sait que là, il y a un manque de conscience, eh ben, on peut y mettre justement volontairement de la conscience. On peut se dire, ben voilà, puisque j'ai Pluton rétrograde dans ce signe, dans cette maison, qu'est-ce que je ne vois pas? Qu'est-ce que je ne prends pas assez en considération? Qu'est-ce que je ne soutiens pas? Où est-ce que je manque de vie? Ça, c'est la première étape. La première étape, c'est toujours une étape de conscience, et c'est une étape de compréhension de ce qui bloque, de ce qui ne va pas. Et lorsque Pluton est rétrograde, il faut vraiment, si je puis dire, après ça dépend de notre âge aussi, mais en tout cas mettre l'accent sur la recherche de compréhension et d'identification des blocages. Autrement, voilà, on reste avec une personnalité contrainte, freinée, inhibée, en partie. Hein, encore une fois, ça dépend de l'ensemble de la configuration du thème de naissance. Hein, il peut y avoir des qualités qui fonctionnent très bien, il peut y avoir une personnalité qui est épanouie sur certains aspects, mais il y aura des zones de manque, des zones d'ombre, des freins. Il peut y avoir aussi un risque d'accumulation négative parce que l'énergie est bloquée. Donc, si on vit des frustrations en rapport avec le signe et la maison habitée, on va avoir des émotions négatives, que ce soit de la colère, de la tristesse, justement aussi de la frustration, qui vont s'accumuler intérieurement. Et Pluton nous dit que ça doit se débloquer, sauf que en étant rétrograde, encore une fois, cette image de la vague, peut-être qu'il va falloir qu'il y ait une sacrée accumulation avant que ça cède, parce qu'on résiste quelque part. C'est pas conscient, hein, mais comme on ne le voit pas, on a tendance à refouler les émotions, peut-être bien souvent aussi parce qu'on cherche à tenir bon, hein, on cherche à tenir bon, à avancer, à rester les deux pieds bien présents. Mais bon, n'empêche qu'il y a des émotions négatives vécues, surtout si les schémas peu satisfaisants se répètent. Chaque schéma ou chaque échec, situation difficile, s'accompagne de son lot d'émotions négatives, et tout ça peut finir par s'accumuler jusqu'au point de rupture. Pluton, pareil avec Uranus, rétrograde, va annoncer très certainement des crises fortes, crises qui arriveront sur le tard, mais encore une fois, si la conscience est mise dessus, on peut à la fois anticiper et éviter le plus gros de la crise, parce qu'on prépare déjà la transformation, la régénération, la libération, et on peut aussi prendre mieux conscience des émotions négatives et se dire qu'est-ce qui se joue là? Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi je me sens pas bien dans cette situation avec cette personne quand on me tient ces propos-là, ou quand je n'obtiens pas ceci ou cela? Donc le fait de se poser des questions sur soi et de se connecter à son état émotionnel peut aider, si je puis dire, Pluton à faire son travail. Mais ça nous invite vraiment à aller chercher au fond, c'est-à-dire que
Il peut s'agir aussi de creuser son histoire familiale, de voir si effectivement il n'y a pas des chaînes qui durent depuis des générations et qui sont transmises de génération en génération, et si quelque part c'est pas notre travail à nous de libérer ce qui a été bloqué et pour lesquels les générations précédentes n'ont pas réussi à faire le travail de libération, ou on en fait une partie, mais pas suffisamment, si je puis dire. Il risque aussi d'y avoir, pour peu qu'on fasse pas ce travail et que voilà, on accumule des situations frustrantes, des émotions négatives, euh, du repli sur soi, de la dépression, un manque de vie. Hein, par exemple, prenez aussi, je sais pas, Pluton en Balance, beaucoup d'isolement. Si Pluton est rétrograde et que on vit des expériences de déception dans les relations aux autres, avec Pluton rétrograde en Balance, la tendance va être au repli, au retrait, à l'évitement des relations parce que justement, ben, elles ont été trop négative, trop difficile à vivre. C'est plus facile à la limite de se mettre à l'écart des relations. Mais c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est justement de gagner en liberté dans la relation aux autres, en communication, avec encore une fois Pluton rétrograde en Balance. Et si effectivement on porte le regard là-dessus en se disant bon là il y a quelque chose à libérer, il y a quelque chose à travailler, ben, on peut éviter effectivement d'en aller jusqu'à un repli sur soi qui pourrait être de la marginalisation, qui pourrait être une fuite, une surprotection, et qui en fin de compte n'est pas non plus source de satisfaction, d'épanouissement dans la vie. Risque aussi de questionnement qui ne mène à rien, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, en fait, la conscience, elle n'est pas portée au bon endroit, où elle reste à la surface des choses, et donc on va se demander pourquoi ça marche pas, pourquoi on n'y arrive pas, qu'est-ce qu'on a pu faire pour que nanana, mais on n'a pas les clés. Donc, il va s'agir de vraiment prendre du recul sur sa situation, et plutôt que de poser des questions sur des événements, on va dire, ce qui va être des détails, c'est de chercher à détecter les schémas qui se répètent, se dire bon, là ça marche pas, là ça n'a pas marché non plus, c'est quoi le point commun? Voilà, c'est quoi le point commun entre ces histoires insatisfaisantes et qu'est-ce qui, que ce soit chez l'autre, mais évidemment avant tout chez moi, a pu contribuer à faire que ça ne fonctionne pas. Et vraiment chercher à voir la situation avec un regard le plus, si c'est possible, hein, objectif possible, pour pouvoir détecter vraiment le schéma. Donc après, on peut aller jusqu'à à quoi ça me renvoie dans mon histoire personnelle, familiale, mon enfance, à ce qu'a pu vivre ma mère, mon père, mes grands-parents, peu importe. Mais on peut prendre du recul jusqu'à effectivement faire du lien entre son histoire et l'histoire des membres de sa famille et les relations qu'on a pu avoir avec eux. Donc encore une fois, plutôt que de se perdre dans les détails, surtout si on a un Pluton en Vierge, où là on peut avoir tendance en fait à rester à la surface, on se prend la tête sur des détails et on voit pas le cœur du truc. C'est vraiment se poser la question de c'est quoi le problème fondamental, c'est quoi la ligne conductrice, c'est quoi les points communs entre les différentes situations frustrantes que je vis et qui semblent appartenir à la même catégorie. Voilà. Et donc, Pluton rétrograde peut vouloir dire que c'est particulièrement compliqué d'écouter l'âme, toujours en rapport avec le signe et la maison habitée, hein, pas de manière générale. C'est sur cet aspect-là qu'on a du mal à écouter l'âme. Et donc, là aussi, il va falloir y mettre de la conscience, c'est-à-dire, bon, peut-être qu'il y a un travail particulier, ça peut être par de la méditation, ça peut être aussi tout simplement on demande, on fait comme une espèce de prière ou d'invocation, on va demander à l'âme, de dire écoute, là, il y a un truc que je comprends pas, est-ce que tu peux m'éclairer, est-ce que tu peux me montrer ce qui bloque et là où j'aurai la possibilité d'améliorer les choses. Voilà, donc voilà, c'est mon interprétation de Pluton rétrograde dans le thème de naissance, sachant que Pluton renvoie à Hadès, hein, le dieu des enfers, donc quelque part, en fait, je veux faire du lien avec les mythes. Dans les grands mythes de héros, hein, bon, il y en a tout plein, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, dans justement des vidéos consacrées à Pluton. Vous avez souvent cette épreuve quasi incontournable du héros qui descend dans les enfers. Alors c'est les enfers romains, hein, c'est pas les enfers chrétiens, donc c'est pas la même perception des enfers. Hein, il n'y a pas les flammes et tout ça. C'est le lieu où vont les morts en fait. Hein, c'est donc beaucoup plus général. Il n'y a pas de bons et de mauvais lieux. Et donc, en fait, l'objectif, c'est d'aller chercher
un personnage qui est en enfer pour l'en libérer. C'est ce que fait le héros quelque part, hein, c'est le travail du héros. Et je pense que c'est ce travail-là, on doit le réaliser que c'est en nous-mêmes qu'on doit le faire. On doit aller chercher ce qui en nous est aux enfers, si je puis dire. Il y a une partie de nous qui s'est retrouvée dans les enfers. Et Pluton nous invite à y descendre pour aller libérer cette partie de nous. Donc ça demande du courage, ça demande de la force, ça demande de se comporter tel un héros, de ne pas avoir peur de descendre dans sa partie ou sombre ou dans sa partie un peu enfermée de prison ou voilà dans une énergie qui est un peu mortifère, d'aller voir ce qui s'y trouve, d'aller voir comment ça se fait qu'il y a eu cet enfermement là et de faire face aussi à nos propres peurs, nos propres croyances bloquantes, nos propres voilà formes pensées limitantes, nos propres voilà encore une fois schémas enfermants et de dire bon ben voilà je descends dans mes enfers, je vais voir ce qui s'y trouve et quelle est cette partie de moi qui est enfermée et je vais l'en libérer. Voilà. Et je pense qu'avec Pluton rétrograde, c'est vraiment, ce travail est vraiment accentué et demande un effort particulier, mais en même temps, lorsqu'on libère cette partie de nous, on la libère pas seulement pour nous-mêmes, on la libère aussi pour les générations passées et les générations futures, nos enfants qui n'auront pas à leur tour à, euh, à porter ces inhibitions, ces freins. Donc c'est vraiment d'aller chercher, d'aller libérer et donc de provoquer, hein, c'est le travail de Pluton, la transformation, la régénération attendue et ça de façon irrémédiable. Il me semble qu'avec un Pluton direct, on peut toucher au changement, mais parfois on a tendance à revenir en arrière parce qu'on n'est pas allé ni aussi profond, ni aussi loin qu'un Pluton rétrograde peut nous inviter à faire ce travail-là. Hein. Voilà, ça peut être de dire bon je prends une image un peu facile et un peu rapide. Hein. Bon la prochaine fois que je vais dans une relation de couple, je ne vais pas rencontrer la même personne parce que j'ai compris que j'avais cette tendance à aller vers des personnes de ce type-là, donc je vais éviter ce type. Ok. Donc ça c'est pour un Pluton direct. Donc ça marche. Deuxième relation. La personne n'a pas les mêmes défauts, les mêmes aspects que la première personne, mais elle en a d'autres. Elle en a d'autres, et c'est pas mieux en fait. Et peut-être en fait compte, ça marche, mais en fait on n'est pas bien dans cette relation-là. Donc le changement, il n'est pas fait en profondeur, c'est un changement un peu superficiel. Soit on n'a pas fait tout le travail d'analyse de ce qui bloquait, soit en fait on s'est pas attaqué vraiment au nœud du problème et donc on ne trouve pas cet équilibre et cette libération intérieure qu'on pourrait avoir voilà, si on est vraiment descendu en profondeur. Donc c'est pas facile d'avoir une planète rétrograde de ce côté-là parce qu'il y a une espèce d'exigence, mais derrière, il peut y avoir un gain qui est magnifique. C'est vraiment de l'ordre d'une renaissance, d'une régénération. Et imaginez quand c'est fait au niveau vraiment collectif, où là, on peut mettre à bas des limitations, des carcans qui vont toucher, par exemple avec Pluton rétrograde en Vierge, c'est toute l'image de la femme qui est revue, c'est aussi le rapport à certaines valeurs, dictats, des croyances assez enfermantes, conservatrices, passéistes. Avec Pluton en Balance, c'est vraiment le rapport sur les justes relations, aller vers des relations plus justes, une communication qui est meilleure, une circulation aussi qui est plus saine, des équilibres intérieurs qui sont plus justes, etc., etc. Encore une fois, il faut voir après dans quel signe et maison se trouve Pluton. Donc voilà ce que je voulais vous proposer pour mon interprétation de Pluton rétrograde. Je passe à présent à Uranus. C'est là où j'ai en fait deux parties. Donc Uranus, comme pour Pluton, je reprends les grands traits, les grands aspects. Donc les mots-clés, je vais surtout m'arrêter là-dessus. Le support écrit est assez riche, donc voilà, vous pourrez faire pause pour relever les informations qui vous intéressent le plus. Mais donc les grands mots-clés d'Uranus, de manière générale, quel que soit le mouvement d'Uranus, ce sont donc les changements imprévus et irrévocables, les innovations, notamment les innovations technologiques, parce qu'Uranus est relié au progrès technologique, mais c'est également les innovations dans la pensée, hein, dans les idées. C'est la planète des visionnaires, Uranus. C'est donc une planète de progrès, de modernité, qui amène à détruire pour construire mieux, voilà, reconstruire sur
encore une fois, un progrès réalisé. Donc, elle incite à développer une nouvelle créativité. C'est la planète des anticonformistes qui donc développe la liberté d'être, la liberté même au niveau sociétal, qui aussi permet un travail de redynamisation, qui accompagne aussi au niveau spirituel la fusion entre l'esprit et la matière, et qui incite à l'émergence d'un ordre, d'une organisation supérieure. Voilà, ça c'est des aspects classiques de Uranus, sachant que Uranus reste environ 7 ans dans un même signe. Voilà, il y a d'autres éléments comme le fait que Uranus gouverne la maison 11, la maison du Verseau, qu'elle est vraiment reliée au Verseau. Elle est aussi reliée à la balance au niveau de l'âme. Parce que c'est Vénus au niveau de la personnalité. Bon, voilà, je ne développe pas plus parce que ça fait déjà pas mal d'informations. Je vais passer au slide d'après, mais encore une fois, vous pourrez passer le temps que vous souhaitez sur chaque diapo proposé. Donc, Uranus rétrograde, selon moi, quels sont on va dire, les aspects aidants, soutenants, et quels sont les aspects délicats. C'est même pas du plus et du moins, c'est, voilà, où est-ce qu'il faut être vigilant et où est-ce qu'on a peut-être des points de force quand on a un Uranus rétrograde dans son thème de naissance. Uranus rétrograde incite à aller encore plus loin dans l'aspect observation, étude, analyse de ce qui existe, de la façon dont un domaine, un champ de vie est vécu, les aspects vraiment formels, concrets, des structures, des systèmes mis en place et fonctionnants. On tire les leçons du passé. Voilà, avec Uranus, il y a une analyse. C'est comme quand on veut, par exemple, inventer. On est un inventeur et donc on veut inventer quelque chose de nouveau. On va commencer par analyser ce qui existe dans ce domaine pour éviter déjà de refaire les mêmes inventions. Hein. Ça sert à rien de réinventer le fil à couper le beurre. Mais voilà, de voir ce qui existe, de voir ce qui marche bien, de ce qui pourrait être amélioré, d'étudier aussi quelles pourraient être les demandes, voilà, les demandes sur le marché, si je puis dire, mais aussi ce qui pourrait apporter des choses positives à la société. Donc, on est vraiment dans l'analyse. Et c'est vrai aussi pour soi, c'est-à-dire que Uranus nous invite, en étant rétrograde, à vraiment regarder en nous quels sont, selon donc le signe et la maison habitée, les domaines que l'on vit bien, comment enfin, que l'on vit bien, c'est pas ça que je veux dire en fait, c'est comment on vit ces aspects-là de façon très concrète, très formelle, de faire une espèce d'auto-analyse de, voilà, par exemple, on va le voir avec Uranus en Taureau, voir comment, voilà, par exemple, on peut avoir un rapport avec le matériel, l'argent, les biens, le monde concret, tout ce qui est tangible, cartésien, etc. Donc, quel est notre rapport à ça? Et du coup, quels sont les aspects, on va dire, aidants, soutenants, qu'est-ce qui fonctionne bien, mais qu'est-ce qui pourrait être aussi amélioré, là où il pourrait y avoir un progrès, voire carrément parfois une révolution à amener, parce qu'il y a peut-être des aspects aussi qui bloquent. Voilà, il y a peut-être des aspects bloquants. Donc, on tire un petit peu les leçons du vécu, du passé. Là aussi, on peut regarder comment les thématiques du signe dans lequel se trouve Uranus sont vécues au niveau de la famille. Par exemple, Uranus en Taureau, quel est le rapport au matériel, à l'argent dans ma famille? Quel est le rapport à ce côté aussi esprit très concret, rationnel? Est-ce que c'est excessif? Est-ce que au contraire, ça part un peu trop sur des choses irrationnelles? Donc voilà, où est-ce que ça en est dans ma famille, de quoi j'ai hérité, qu'est-ce que moi-même j'abrite dans ma conscience comme forme pensée à ce niveau-là. Uranus est aussi une planète qui nous permet de contacter les grandes lois, ceux qui cherchent à advenir, donc les lois spirituelles, et c'est ça aussi qui permet des innovations ou des découvertes scientifiques. C'est parce qu'on découvre où on va plus loin dans l'analyse de grandes lois. Alors, je parle de lois spirituelles, mais des lois scientifiques, comme, je sais pas, la loi de la gravité, à la base, ce sont des lois spirituelles, mais voilà, qui vont se manifester de façon très concrète, formelle. Et lorsque Uranus nous invite à creuser ces questions-là pour voir là
là où on peut chercher à s'aligner davantage avec ces grandes lois, comme si on cherchait à s'aligner davantage avec la gravité pour éviter de se casser la figure ou de faire des choses qui voilà, iraient contre cette loi-là et donc nous reviendraient en effet boomerang. Donc c'est chercher vraiment voilà, ce qui, au niveau des lois, ce qui cherche à devenir, ce qui est innovant, des valeurs supérieures également qu'on pourrait manifester. Donc on va voir qu'avec Uranus en taureau, on peut faire évoluer le rapport à l'argent, au bien matériel, au monde concret. On peut évoluer sur ces valeurs-là. Et d'ailleurs, on a intérêt à évoluer parce que les valeurs qu'on a actuellement sont pas forcément durables sur du long terme. Si on pense par exemple à l'exploitation des ressources de la planète ou les inégalités sociétales entre les très riches et les très pauvres, bon voilà, il y a des choses à réinventer, il y a des choses à redécouvrir et derrière il y a des lois qui sous-tendent ça. Et si on veut travailler de façon la plus juste, on a tout intérêt effectivement à comprendre quelles sont ces lois spirituelles. Donc Uranus nous invite, d'autant plus quand il est rétrograde, à creuser vraiment la question. Donc sur le plan mental, il y a une mise en contact des deux polarités, c'est-à-dire du haut et du bas, des aspects, on va dire, supérieurs, divins, ce qu'on veut, et donc les aspects vraiment matérialisés, concrets, le plan des formes. Et ce qui permet d'amener une transformation. Uranus provoque effectivement une révolution, transformation, en mettant en contact les deux. Contact et imprégnation des énergies de pouvoir, de volonté. Uranus comme un peu Pluton, ce sont des planètes qui ont un rapport avec ces notions de pouvoir, de volonté. C'est pour ça qu'elles provoquent aussi des changements assez profonds. C'est parce que leur énergie est vraiment puissante. C'est à la fois des énergies de destruction, et il faut du pouvoir pour détruire, mais aussi, alors plus pour Uranus, pas pour Pluton, de reconstruction. Pluton détruit mais ne reconstruit pas. Il faut autre chose derrière pour qu'il y ait une nouvelle construction. Mais ça libère, voilà. Donc ça libère, tandis que Uranus peut amener aussi, comme je disais tout à l'heure, l'instauration d'un ordre supérieur, d'une organisation plus juste. Donc pouvoir, volonté, détermination, qui sont bien ancrés, donc ça va se manifester concrètement. Et puis donc avec Uranus rétrograde, il peut y avoir tout un temps de préparation, d'accumulation d'énergie qui seront libérées lorsque Uranus va ensuite passer en marche directe. Et c'est ces moments-là où ça peut être intéressant de reprendre nos thèmes et nos transits, de voir effectivement à quel moment dans nos vies on a pu provoquer des révolutions, alors à des tailles ou à des dimensions variées. Est-ce que c'était lorsque Uranus était rétrograde, ou est-ce que c'était quand il était direct, et quel rapport avec la configuration de notre thème de naissance, selon voilà, où est Uranus dans notre thème de naissance et comment tout était aspecté, si je puis dire. Donc les aspects délicats, cristallisation et rigidité, on peut là aussi avoir tendance à un peu trop camper sur nos positions, soit parce qu'on se dit qu'on a plutôt intérêt à rester tel qu'on est, on a développé un certain contrôle, on a mis en place un certain ordre, et même s'il n'est pas complètement satisfaisant, on sait ce qu'on a. On sait ce qu'on a, on maîtrise, donc on préfère rester là-dedans. Ou alors parce qu'on pense pas pouvoir faire autrement. Nos pensées, nos formes pensées sont cristallisées, on se dit qu'il y a que ça de vrai. Alors, c'est comme les personnes hyper cartésiennes, c'est parce que pour elles, c'est la seule vérité possible, et il est inconcevable qu'il y ait voilà, des mystères, des choses subtiles, des énergies, enfin bon, ce que l'on veut, l'âme, enfin peu importe. Voilà, tant que c'est pas prouvé, tant que c'est pas concret, tant que c'est pas scientifiquement attesté, voilà. Donc on peut cristalliser, rigidifier là-dessus, quelles que soient après les thématiques que cela va concerner. Donc on peut avoir des résistances au changement avec un Uranus rétrograde, là aussi, on peut avoir des répétitions des mêmes schémas et donc des résistances au changement. Mais pareil, on voit pas au départ ce qu'on devrait changer, donc on répète les mêmes trucs qui marchent pas, ou on n'arrive pas à libérer ce qui est bloqué, on ne sait pas comment s'y prendre pour débloquer le truc. Voilà, on ne bouge pas. Et puis bon, là aussi, bien souvent, il faut une crise majeure pour que on se dise que là, vraiment, on n'a plus trop le choix. Il va falloir que ça change. C'est pas une fatalité d'avoir une crise majeure. Encore une fois, plus on met de la conscience, plus on peut participer à éviter d'arriver à quelque chose de dédommageable. Ça peut être une crise affective particulièrement forte, ça peut être même une maladie.
qui peut être le fruit de frustration, de déception accumulée, de rigidification, voilà, hein, on peut essayer d'éviter ça si, encore une fois, on porte le regard et on comprend ce qui essaye de se jouer, le travail qu'essayent de faire des planètes telles que Pluton et Uranus, qui sont, encore une fois, des planètes de libération, et avec Uranus, de réorganisation, de révolution. Donc, je voulais vous donner un exemple avec Uranus rétrograde en Taureau. Donc, des personnes qui naissent avec cette configuration-là, ce qui est le cas actuellement, à la date où je fais cette vidéo, sont des personnes qui, très certainement, ont un travail de finalisation à réaliser sur ce qui a été entrepris. D'abord, il faut aller au bout de ce qui a pu être pensé, des valeurs qui ont pu être les valeurs directrices de la famille. Donc, par exemple, avec Uranus en Taureau, il n'est pas rare que dans les familles, il y ait des valeurs très tournées vers le côté travailleur, engagé, sérieux, fiable, aller au bout des choses. Vraiment, voilà, il faut bosser dur un peu cette croyance que dans la vie, pour être quelqu'un de bien, il faut travailler dur. Donc, bon, un enfant qui est élevé comme ça, il va penser que, enfin, il faut qu'il travaille dur dans les études, puis après il faut qu'il travaille dur dans le travail. Bon, donc en gros, il est condamné toute sa vie à penser que pour être quelqu'un de bien, il doit travailler dur. Bon, j'exagère peut-être un petit peu en disant ça, mais il peut y avoir un petit peu de ça. Ou alors, ça peut être des familles dans lesquelles on a cette pensée que il faut faire fructifier les biens matériels, il faut aussi se mettre en sécurité matériellement. L'important, c'est déjà le plus important dans la vie, c'est la sécurité, la stabilité matérielle, donc réussite aussi professionnelle, mais surtout stabilité. C'est pas forcément là de gagner beaucoup, mais c'est de s'assurer qu'on aura toujours un travail, un toit sur sa tête, voilà. Donc l'accent est mis sur des valeurs, encore une fois, plutôt matérialistes, concrètes, plus ou moins ambitieuses, plus ou moins dans une recherche de développement sur le plan financier et des biens. Ça va vraiment dépendre des familles et puis peut-être aussi de la maison dans laquelle se trouve Uranus en Taureau. Mais en tout cas, le fait est que ces valeurs ont été très bien ancrées dans la tête, si je puis dire, la conscience du porteur d'Uranus rétrograde en Taureau, et qu'il va forcément reprendre ce chemin-là. Il va forcément le suivre parce que pour lui, déjà, il se pose pas de questions, mais c'est la seule vérité possible, c'est celle de sa famille, parce que parents, grands-parents, enfin bon, tout le monde était peut-être plus ou moins dans le même moule. Alors après, il y a peut-être des éléments, des personnes qui vont lui proposer un autre schéma, hein, peut-être des personnes qui seront plus dans la vie, ça doit être aussi du plaisir, on doit s'amuser, on doit aussi être bien avec les gens, on doit aussi avoir des loisirs, voilà. Mais ça sera un petit pourcentage, et puis ce sont des personnes qui vont arriver peut-être un peu plus sur le tard dans la vie d'un porteur d'Uranus rétrograde en Taureau, histoire justement de lui montrer que il peut penser autrement, il peut vivre autrement que le schéma dans lequel il est pris. Mais d'un côté, il va arriver à une certaine stabilité, voire une certaine réussite matérielle, mais il va pas forcément y trouver son bonheur. Il va sentir à un moment donné qu'il passe à côté de quelque chose, qu'il y a quelque chose qui lui manque. Mais là, c'est pareil, il va avoir du mal à mettre le doigt dessus, encore une fois parce que ça n'a pas été valorisé, écouté, enfin considéré dans son éducation, et aussi parce qu'il a tellement été investi dans ses objectifs suite à ses valeurs, que pour lui, il n'y a pas d'autre modèle possible. Mais ça va quand même faire son bonhomme de chemin, et puis sûrement, comme je disais, il y a des personnes qui vont être mises sur la route d'un porteur d'Uranus au rétrograde en Taureau pour lui montrer qu'il y a d'autres façons de faire, d'autres façons de penser, etc. Et qu'il peut aussi revoir son rapport à l'argent, son rapport à la sécurité, à la stabilité. Pareil, parce que ça impacte aussi les relations vécues. S'il y a des relations qui peuvent être biaisées de par le rapport à l'argent, ou de par l'esprit hyper rationnel, ou de par des valeurs très fortes que possède un porteur d'Uranus en Taureau, et qui peuvent le mettre en conflit par rapport à des personnes qui n'ont pas les mêmes valeurs. Donc c'est là où il peut y avoir de la cristallisation et des rigidités. Voir dans quelle maison se trouve Uranus en Taureau. Mais dans ces cas-là, effectivement, à un moment donné, l'objectif de cette révolution, c'est aussi d'améliorer les relations à des personnes qui ne partagent pas les mêmes valeurs, ne sont pas forcément de ce même milieu, environnement, avec ces mêmes idées-là. Donc voilà, c'est tout un travail qui va demander peut-être du temps,
ou une certaine prise de recul, analyse, parce qu'au départ, voilà, on est vraiment bien dans ses mécanismes de pensée, surtout dans un signe de terre comme le taureau. Après, pour des personnes qui ont une conscience, on va dire peut-être plus élevée et sur le plan collectif, des porteurs d'Uranus rétrograde en taureau sont des personnes qui sont venues pour retravailler le rapport à l'argent, pour retravailler le rapport au bien matériel, et puis aussi toute la question des valeurs. Quelles sont nos valeurs fondamentales, nos valeurs essentielles à nous les êtres humains, et comment ces valeurs impactent aussi tout ce qui se trouve dans notre environnement, sur la planète. Voilà. Encore une fois, si on a des valeurs hyper matérialistes, c'est pas sans conséquence sur la planète. Et donc, des porteurs d'Uranus rétrograde en taureau peuvent aussi participer à la fois montrer les conséquences que ça peut avoir et proposer un autre modèle. En fait, on est aussi là-dessus, on est sur de la remodélisation, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas sur le fait de repenser notre rapport en fonction donc du signe habité. Donc là, je parle d'un Uranus rétrograde en taureau, mais là c'est nos rapports au bien et à l'exploitation des ressources naturelles. Voilà. Donc au niveau collectif, ça peut vraiment donner une espèce de révolution, et peut-être que cette génération qui naît avec Uranus en taureau, et notamment Uranus rétrograde en taureau, peuvent aller très loin en proposant des nouvelles possibilités sur notre rapport à l'argent, au bien matériel, aux valeurs. Voilà. Bon, les points négatifs, cristallisation, difficulté au changement. Donc là, on peut avoir aussi des porteurs de Uranus rétrograde en taureau qui vont résister, dire mais non, mais enfin, ils vont pas le dire comme ça, c'est subconscient, mais non, mais enfin de dire oui, non, mais vraiment, moi, ce que je dois faire dans ma vie, c'est réussir, quoi. C'est réussir socialement, c'est réussir matériellement, financièrement, c'est réussir dans mon travail. Et après, c'est pas que, enfin, on va pas leur jeter la pierre, parce que il y a aussi tout ce côté fiabilité, sérieux, engagement, responsabilité aussi qu'ils peuvent porter sur leurs épaules. C'est-à-dire que c'est pas réussir que pour soi, c'est aussi réussir pour son entreprise, réussir pour sa famille. Mais voilà, après c'est toujours pareil, c'est la question des valeurs. Si je mets mes compétences, mes capacités, mon énergie, mon enthousiasme, ma force, ma vitalité au service d'une entreprise qui contribue à détruire la planète, ou qui a des effets nocifs, ou voilà, qui se moque effectivement du bien-être des uns et des autres, dans ces cas-là, je donne ma force et mon talent à quelque chose de négatif. Donc je nourris ça. Donc voilà, quand on a Uranus rétrograde en taureau, parfois, il va falloir se poser des questions essentielles si on veut éviter à un moment donné de se prendre un retour de bâton. C'est l'alignement entre le haut et le bas. À un moment donné, il va y avoir des conséquences qui vont faire que, oui, tu as poursuivi ça toute ta vie, donc ça t'a apporté ceci et cela, mais ça t'a aussi apporté ça parce que voilà, ce que tu as soutenu, c'était pas que du bon quelque part. Donc c'est voilà ce qui peut se produire. J'en ai pas parlé aussi, mais avec Uranus en taureau, j'en ai parlé quand j'ai fait ma vidéo sur la lune en taureau. On peut retrouver un petit peu ça aussi. Il peut y avoir trop d'attachement, avec aussi un peu de possessivité, voilà, possessivité. Alors ça peut être sur des biens matériels, mais ça peut être aussi par rapport à des personnes. Et peut-être la jalousie aussi, qui est-ce qui a le plus, qui est-ce qui a le mieux, beaucoup de comparaisons. Donc il peut y avoir des attachements comme ça qui sont très, très puissants avec un Uranus rétrograde en taureau. Il va falloir aller loin, y compris loin dans certaines crises vécues, pour arriver à se détacher ou à se libérer de ces attachements. Voilà. Donc voilà, ce que je voulais vous proposer pour Uranus, avec cet exemple de Uranus rétrograde en taureau, donc une transformation, révolution, qui peut demander d'aller loin dans des détachements. Neptune, quand Neptune est rétrograde. Alors Neptune, je n'ai fait aucune vidéo, il me semble, j'en commence à en avoir fait pas mal, donc je sais plus trop, mais il me semble que j'ai pas proposé d'interprétation sur Neptune, donc autant poser un petit peu quelques bases sur Neptune de manière générale. Donc déjà, il faut savoir que Neptune passe environ 14 ans dans un même signe.
Elle fait le tour du zodiaque en 164 ans. Et donc Neptune, on lui associe le développement de la sensibilité psychique. Alors ça, c'est un point important, hein, sensibilité psychique, aussi bien dans son aspect inférieur. Donc ça va être tout ce qui est la tendance à rêver ou à rêvasser, toutes les fusions émotionnelles, l'imaginaire vraiment exacerbé, la connexion au plan astral aussi, le mysticisme. Donc ça, c'est les aspects inférieurs de la sensibilité psychique que supérieurs. Et là, on peut être sur de la clairvoyance, de la clairaudience supérieure, voilà, sur des qualités aussi, enfin sur des qualités entre guillemets, ce qu'on pourrait appeler des pouvoirs. Neptune est une planète qui contribue à développer ça, à condition évidemment qu'on reste pas capté par la sensibilité inférieure, vraiment l'astral, où on va être on va être sur de l'émotionnel un peu bas ou sur des plans de l'astral plutôt bas, où on peut aussi avoir comme ça des visions, des contacts, des perceptions, mais qui seront pas d'une portée vraiment élevée. Donc faut pas non plus se laisser enfin croire que voilà, on a des pouvoirs et des capacités quand on capte des choses de l'astral. Ça dépend de quel niveau de l'astral, avec lequel niveau de l'astral on est en contact. Donc Neptune est relié au Cancer et au Lion, parce que dans l'astrologie, toujours selon le maître tibétain Alice Bailey, sur le plan de la personnalité, la Lune voile Neptune, et ensuite on a Neptune sur les deux autres niveaux, c'est-à-dire âme et esprit du Cancer. Et pour le Lion, c'est au niveau de l'âme où on a le Soleil voilant Neptune. Donc on a avec le Cancer cette notion vraiment de sensibilité qu'on associe bien souvent à la Lune, mais aussi qui est reliée à Neptune, tandis que dans le Lion, c'est la sensibilité à l'âme que Neptune cherche à nous faire développer. Neptune, c'est un peu comme une antenne, et selon comment on l'oriente, donc pareil, c'est conscient ou pas conscient, on va capter soit des choses plutôt basses et encore une fois, qui vont pas nous donner des informations, qui vont pas nous donner des perceptions très justes. Même au contraire, on peut être dans des mirages, des illusions et des choses qui peuvent nous perdre carrément. Mais par contre, si on oriente, c'est un travail, cette antenne vers les plans plus élevés, on peut capter la vibration de l'âme, et on peut capter aussi on peut développer aussi certaines capacités de clairvoyance ou de clairaudience supérieure. Après, ça dépend si on est, comme on dit, un sujet neptunien, c'est-à-dire que si on a un Neptune qui est fort dans son thème de naissance, peut-être qu'on peut justement avoir plus de capacités que d'autres à avoir cette sensibilité, mais là encore, elle peut être inférieure comme elle peut être supérieure. Ça dépend du niveau de conscience, ça dépend de l'ensemble de la configuration du thème. Il vaut mieux avoir des signes de terre aussi pour ancrer un petit peu, ça évite de trop partir sur des choses pas très nettes. Bref, quoi d'autre? Donc elle gouverne la maison 12, qui est la maison des poissons, et elle est porteuse d'une notion de transcendance. Dans le tibétain, il y a un passage qui associe donc Neptune au dieu des eaux, le terme eau ayant plusieurs significations, plusieurs connotations. Donc là, je vous les propose. L'eau renvoie aussi bien à la conception globale de la matière. Alors, on va parler des eaux de la substance, l'océan de la vie, mais c'est aussi le monde du mirage astral et de ses réactions. Le plan astral comme un tout, il est relié à l'élément eau, le désir, la nature émotionnelle, le monde de l'incarnation, et puis le fait, l'existence de masse, la conscience de masse, ça renvoie effectivement à cette notion d'eau. Donc après, c'est à quel niveau on se situe. C'est toujours la question du stade de conscience atteint et de la façon dont on oriente encore une fois la sensibilité de Neptune, ce qu'elle va nous permettre de capter. Alors, que se passe-t-il lorsque Neptune est rétrograde ? Je vais plutôt passer à celle d'après pour vous donner un exemple avec Neptune
En Sagittaire, dans les grandes lignes, Neptune rétrograde, toujours pareil, hein, la rétrogradation, c'est de l'intériorisation, donc l'introspection est favorisée, donc l'observation, l'étude, l'analyse, l'analyse aussi des valeurs. Il y a un rapport aussi qui est peut-être pas clair dans ce que j'ai dit précédemment avec le plan des valeurs, parce que Neptune, au niveau donc des enseignements d'Alice Bailey, c'est du rayon 6. Le rayon 6, c'est le rayon d'idéal. C'est le rayon qui est aussi directement en lien avec le plan émotionnel, le plan astral. Et donc, Neptune nous donne le goût à, nous montre ce qui, dans notre vie, peut être à poursuivre. Là où on peut développer notre sensibilité, mais parce qu'on y a, on va dire, on y a un intérêt. Hein, on est attiré par ça. Donc, il y a des valeurs qui se trouvent derrière, des valeurs directrices. On va le voir avec Neptune, Neptune en Sagittaire. Donc, quelles sont mes valeurs directrices? Neptune va me les montrer, va me montrer à quoi je suis particulièrement sensible, mais là aussi, pour le coup, où j'ai tendance, il faut que je sois vigilant à ne pas tomber dans certains mirages, certaines illusions. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire parce qu'évidemment, on va se faire avoir, hein. Mais après, c'est une question de combien de temps on reste dans un domaine ou dans un chemin ou dans des croyances qui sont des croyances illusoires, où on va se dire que là, il y a un truc qui fonctionne pas. Et donc, voilà, on va essayer de crever la bulle et de voir vraiment les choses telles qu'elles sont pour avancer de façon plus lucide, consciente, claire. Neptune rétrograde donne souvent le sentiment d'être guidé de l'intérieur. Un peu comme si on avait, oui, une espèce de voix intérieure, de guide intérieur qui nous montre le chemin. Mais pareil, si notre émotionnel est un peu puissant ou un peu perturbé, peut-être qu'il va y avoir des voix parasites qui vont venir fausser notre voix intérieure, ou qui vont faire que on va prendre l'un pour l'autre, ou à un moment donné, on va entendre notre voix intérieure, mais on va plutôt écouter les autres voix et on va pas se faire on va se faire avoir, si je puis dire. C'est comme dans la vie de tous les jours, hein, selon à qui on demande conseil. Est-ce qu'on va demander conseil à quelqu'un qui a une certaine sagesse, une certaine expérience par rapport à ce à quoi on lui demande conseil, ou est-ce qu'on va demander conseil à des personnes qui n'y connaissent rien ou qui sont pas forcément bien intentionnées? C'est un peu ça, si je puis dire, avec Neptune. Neptune nous demande à être vigilants sur ce qu'on écoute. Et quand Neptune est rétrograde, à mon avis, on est beaucoup plus dans une écoute intérieure. Pour les personnes qui ont un Neptune direct ou prograde, c'est la même chose, je pense que ce sont des personnes qui vont plutôt avoir tendance à écouter les phénomènes ou les événements extérieurs, les signes par exemple, les synchronicités. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui naturellement vont chercher à l'extérieur la réponse à des questions qu'elles peuvent se poser, ou tout simplement en observant les choses, on se dit ah bah tiens, il faut faire des relations. Je pense que quand Neptune est rétrograde, c'est plus un travail d'écoute de l'intérieur, mais aussi bien non seulement une espèce de voix intérieure, mais c'est aussi écouter ses émotions, comment on se sent par rapport à ceci ou à cela, dans quel état émotionnel ça nous met, qu'est-ce que ça vient activer. Voilà, c'est une écoute intérieure. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'écoute pas à l'extérieur, hein, mais je pense que pour un Neptune direct, ça se fait naturellement que de regarder autour de soi ou d'écouter des personnes et de voir des choses qui vont donner comme ça des indices sur comment avancer, avec là aussi toujours des risques de mirage et d'être faussé par des émotions perturbatrices, par des fausses voix. Mais voilà, je pense encore une fois qu'avec un Neptune rétrograde, on n'est plus sur une écoute intérieure. On est peut-être aussi plus sur une empathie accrue, parce que en fait, les émotions sont puissantes lorsque Neptune est rétrograde. Ça active un petit peu les émotions, alors en rapport toujours avec le signe et la maison habitée, c'est-à-dire qu'on va avoir une espèce d'intérêt fort ou de passion, d'enthousiasme pour les qualités du signe et de la maison habitée. Et on peut être du coup aussi plus enclin à ressentir un émotionnel perturbateur si on ne peut pas avoir ou manifester les qualités du signe et de la maison habitée. On va le voir avec Neptune en Sagittaire. Je vais vous donner un exemple. Donc voilà, on peut être
dans une intensité encore plus marquée que dans un Neptune direct, où bon, ok, il y a une émotion un peu des fois forte, mais ça passe assez vite à autre chose. Neptune rétrograde, le problème, c'est toujours cette notion d'intériorité, d'intériorisation qui fait qu'on a peut-être tendance à garder les choses et les émotions peuvent brasser encore plus. Mais du coup, ça peut rendre capable aussi de comprendre que l'autre aussi peut être en proie à des émotions fortes, perturbatrices, et que parfois, dans sa façon de réagir, dans sa façon d'être, il est perturbé par des émotions. Donc, ça peut aussi développer l'empathie, la compréhension un peu plus bienveillante de l'autre. J'ai sauté le fait que ça favorise la connaissance de soi et le développement de l'intuition, parce que fondamentalement, c'est à ça que sert Neptune quand on parle de la sensibilité psychique inférieure et supérieure, c'est pouvoir aller vers l'intuition qui est l'écoute de l'âme. C'est pas l'intuition, il faut pas la confondre avec l'instinct. L'instinct, ça va nous parler de nos tendances basses, qui peuvent être des fois utiles, parce qu'il y a l'instinct de survie aussi, mais l'intuition, on est plus sur l'écoute de ce qui vient des plans supérieurs, donc des messages de l'âme, voilà, sa voix, ou des plans, des idées supérieures. Donc Neptune nous met en contact avec nous, en tout cas crée la possibilité de percevoir quel est notre chemin à suivre pour développer notre intuition. Voilà. Les aspects délicats, c'est que, bon, on le sait, concernant Neptune, qu'il soit rétrograde ou direct, c'est de la confusion. C'est-à-dire que on ne sait pas trop dans quel état émotionnel on est, on a peut-être parfois du mal à mettre le mot juste sur telle ou telle émotion et sur comment on se sent. Et parfois même, on peut chercher à se convaincre qu'on est bien alors qu'on n'est pas bien, ou au contraire, parfois on se raconte qu'on n'est pas bien alors qu'on n'est pas si mal que ça. Donc il peut y avoir de la confusion par rapport à ces émotions, mais aussi celle d'autrui. On a, alors, à deux niveaux. D'une part, parce qu'on peut avoir du mal à décoder les émotions d'autrui. C'est le contraire de l'empathie, en fait. On est dans une confusion, on ne décode pas l'autre, on a du mal à cerner l'autre et son état émotionnel. Mais aussi parce que on peut projeter nos propres émotions sur l'autre, et donc voilà, on pense que l'autre il n'est pas bien parce que nous, en fait, dans la situation où se trouve l'autre, on serait pas bien. Mais c'est nous, c'est pas l'autre. Donc il y a besoin aussi d'éclaircir ce rapport entre ce que moi je ressens vis-à-vis de telle situation, tel propos, telle possibilité, tel avenir, etc., et ce que l'autre peut ressentir. Sinon, confusion. Risque d'hypersensibilité, il me semble que voilà, déjà Neptune, c'est une planète de sensibilité. Donc, elle nous montre à quoi on est sensible, mais lorsque Neptune est rétrograde, ça peut développer une hypersensibilité. Voilà. Donc ça pourrait être des études à faire de voir si les personnes, notamment les enfants, mais pas que, ça poursuit aussi les adultes, qui ont un Neptune rétrograde n'auraient pas plus une tendance à l'hypersensibilité que les personnes qui ont un Neptune direct. Après, comme à chaque fois, il faut voir l'ensemble du thème parce qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent jouer aussi pour faire développer une hypersensibilité. Et donc, avec l'hypersensibilité, on peut avoir le risque de dramatisation. On se projette sur des choses, on se construit une espèce d'illusion, de chimère, où on va se dire, oui, mais si je fais ça, il va se passer ça, et paf, c'est la fin du monde, alors que pas forcément ça. Ou si je dis ça à machin, il va réagir comme ça, et puis ça va en être fini, ou ça va tourner au drame, alors que pas forcément. Donc, attention, effectivement, au risque de dramatisation. La dépendance émotionnelle, la dépendance affective, attachement excessif, idéalisation plus, donc attachement excessif. Et ça peut conduire aussi à l'extrême, à une forme de fanatisme. Donc là, ça peut être sur des valeurs, mais ça peut être aussi être fan d'une personne, d'une activité, d'une équipe sportive, enfin peu importe, c'est pas forcément lié à la religion, le fanatisme. Ça, on peut trouver des tendances au fanatisme projetées dans différents domaines. Il peut y avoir aussi un risque de connexion au subconscient collectif. Alors un risque parce que ça risque de rajouter de la confusion. On ne sait plus ce qu'on pense et ce qu'on ressent soi-même parce qu'on est connecté parce que c'est une planète de globalité, de collectivité, Neptune, et donc par sa sensibilité, elle peut nous connecter à ce que ressentent d'autres personnes.
voir un ensemble, donc ça peut être aussi, face à des messages anxiogènes, voilà, on est connecté, à cette information-là, on est connecté aux personnes qui ressentent aussi de l'anxiété par rapport à ça et donc ça accroît une tendance à éprouver de l'anxiété. Donc risque aussi de repli sur soi ou sur son monde intérieur. Donc là, il peut y avoir des personnes qui en fait vont trouver la vie qu'elles se construisent intérieurement, la vie qu'elles imaginent, ce qu'elles rêvent, et cetera, bien plus intéressant que le monde concret, extérieur, réel. Et donc voilà, il peut y avoir une espèce d'enfermement qui peut aller loin parce que ça peut aller jusqu'à des maladies, psychiques, hein, dans certains cas, où en fait on ne discerne plus, la réalité de l'imaginaire. On peut avoir des hallucinations aussi. Bon, il y a là aussi, hein, il faut des conditions bien particulières, hein. Il suffit pas d'avoir un Neptune rétrograde pour avoir ces risques-là, hein. Il peut y avoir des traumatismes dans l'enfance, il peut y avoir, des prises de drogue, il peut y avoir enfin bon, voilà, hein, des traumas aussi même, physiques, hein, des accidents qui peuvent conduire effectivement à, en fait ne plus fonctionner, j'allais dire, de façon, équilibrée et risque effectivement d'être, de partir un peu dans des mondes, voilà, des mondes parallèles. Mais avant les cas les plus graves, il peut y avoir aussi effectivement, une tendance à la fuite par l'imagination, à la fuite de la réalité, à l'évasion psychique. On va appeler ça l'évasion psychique. Mais aussi, comme je disais, ça peut être des prises de drogue, hein, aussi pour échapper à un trauma, pour échapper à de la souffrance, pour échapper aussi à un monde qu'on comprend pas et qui ne comprend pas. Enfin voilà, il y a des risques de ce côté-là. Donc ça, c'est peut-être plus encore, voilà, avec des Neptunes, en signe ou en maison d'eau, et puis, si encore une fois, il y a pas beaucoup d'éléments terre dans le thème ou bon, selon les configurations. Risque de rumination aussi, si on tourne en boucle sur, il peut y avoir un peu d'obsession, hein, donc voilà, on tourne sur un domaine, on bloque dessus, on voit que ça et ça peut devenir obsessionnel plutôt. Et il risque aussi de vivre des fortes désillusions, des déceptions, parce qu'il y a de l'idéalisation avec Neptune. Donc on peut idéaliser un objectif, une valeur, une croyance, une personne, et se retrouver très fortement désillusionné parce que, voilà, encore une fois, on y a tellement cru alors que pas du tout. Donc ça peut arriver aussi à Neptune direct, mais il me semble qu'avec un Neptune rétrograde, on peut s'être construit tellement de pensées, de choses intérieurement que quand on voit que ça se passe pas comme on l'a cru, la déception peut être assez douloureuse. Et donc, pour finir, un exemple avec Neptune rétrograde en Sagittaire. Ça donne quoi? Donc, dans les aspects, on va dire positifs ou aidants, en fait, il y a une telle focalisation et un tel désir d'avancer, ça c'est le Sagittaire, hein, progrès, avancement, but, objectif, challenge, défi, l'inconnu aussi, l'étranger, tout ça, ce sont des thématiques du Sagittaire, que Neptune rétrograde en Sagittaire peut donner vraiment cet élan et cette focalisation très forte pour réaliser, atteindre un objectif fixé. Et une fois cet objectif atteint, le Sagittaire, c'est une énergie de dépassement, donc Neptune va amener par la sensibilité, va amener la vision, va amener le ressenti d'un objectif suivant à suivre, et du coup ça va être à nouveau de l'enthousiasme, de la volonté, de la détermination pour y aller. Donc le but est vu et poursuivi avec assiduité. Il y a vraiment voilà. Et à la fois, ça peut être très enthousiasmant. Donc c'est un plaisir de se lancer à fond dans quelque chose. C'est un plaisir aussi de vivre l'expérience du chemin. Donc ça peut être voilà, ça peut être quelque chose d'enthousiasmant, mais c'est aussi très focalisé là-dessus. Donc il y a un fort élan de progression, d'avancement, et donc on peut vraiment progresser dans un domaine choisi. Hein. Là, il faut aller voir dans quelle maison se trouve Neptune rétrograde en Sagittaire. Alors ça marche aussi avec Neptune direct, hein, mais je pense qu'avec Neptune rétrograde, on est encore plus focalisé, concentré, parce qu'intérieurement, c'est quelque chose qui est fort. Neptune direct, peut-être que on va y aller, mais à un moment donné, peut-être qu'on pourra aussi faire autre chose ou s'intéresser à autre chose ou peut-être lâcher un petit peu l'affaire si on estime qu'il y a autre chose de plus intéressant. Je pense que voilà, c'est moins intense, on va dire, qu'avec un Neptune rétrograde. Mais du coup, il peut y avoir aussi le fait que
alors je passe sur les aspects peut-être un peu plus négatifs, certains buts vont être longs à atteindre. Quand Neptune est rétrograde, on peut se dire aussi qu'effectivement, il y a toujours une prise de recul avant vraiment de pouvoir y aller complètement. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des buts qui vont sembler intéressants et qui seront des étapes en fait, mais le but final mettra un long moment à être vu. Un long moment, enfin c'est relatif, hein, mais pourra mettre plus longtemps à être vu et à être donc atteint. C'est peut-être quelque chose qui sera atteint vers les 50, 60 ans. Bon, j'ai lu il y a pas longtemps que des études disaient que la plupart, enfin beaucoup de gens sont plus heureux à 60 ans qu'ils ne l'étaient à 20 ou à 30. Donc voilà, il y a pas d'âge pour être heureux, mais toujours est-il qu'avec les planètes rétrogrades, effectivement, l'atteinte de que ce soit de la libération ou d'un objectif majeur avec Neptune rétrograde en Sagittaire peut se faire plus tard dans la vie et donner ce sentiment effectivement de ne pas avoir cheminé pour rien ou de ne pas avoir fait des efforts pour rien. Voilà, ça peut arriver sur le tard. Et ça développe aussi un goût pour la quête spirituelle. Bon, ça c'est pareil encore une fois pour un Neptune direct en Sagittaire, mais avec Neptune rétrograde en Sagittaire, à mon avis, c'est toujours pareil. La concentration sur la quête spirituelle peut être particulièrement intense, quitte à être aussi parfois un peu exclusive dans le sens où on est tellement focalisé là-dessus que il y a d'autres aspects de la vie de tous les jours ou même sur le champ des relations ou du travail qui, du coup, passent en second, voire sont un peu dénigrés et beaucoup moins, en tout cas, beaucoup moins investis. Et dans les aspects favorables, ça peut donner des éclairages intérieurs, des illuminations, des intuitions très fortes, parce que le Sagittaire, c'est quand même un signe qui est relié à l'intuition. Donc là, on a une planète de sensibilité qui est connectée à un signe de l'intuition. Donc voilà, on peut vraiment avoir des intuitions, alors notamment sur le chemin à suivre, sur la direction à prendre, sur l'étape à franchir, sur l'expérience à vivre. Donc ça peut, et puis avoir des messages un peu intuitifs. C'est voir les choses en avant qu'elles se produisent. C'est savoir un peu, alors entre guillemets, savoir ce qui va se passer, mais sans vraiment être aussi conscient. C'est pas si clair que ça. C'est une fois qu'on a atteint l'objectif de se dire mais oui, mais ça je savais que c'était ça que je devais faire, mais je m'en rends compte que une fois que je l'ai atteint. Ou parfois on peut avoir des rêves aussi, où on rêve de choses qui vont se passer dans la journée, mais qui sont pas tout à fait exactement comme dans le rêve. Voilà. Mais il y a un élément du rêve qui est présent dans la journée. Ça peut être aussi ça avec un Neptune rétrograde en Sagittaire. C'est comme ça aussi que l'intuition peut commencer à se faire percevoir. Bon, si il y a des aspects bloquants ou si voilà dans la configuration du thème, il y a des choses qui sont pas forcément très claires, ça peut aussi avec un Neptune rétrograde en Sagittaire, là pour le coup on peut se perdre, on peut penser que tel chemin, telle direction, tel objectif, c'est ça qu'il faut suivre et en fait on prend pas du tout le bon chemin, on avance soit tête baissée dans une direction, c'est pas la bonne, ou alors on a l'impression qu'on avance dans une espèce de brouillard, voire les deux pieds dans un dans un marais, dans des sables mouvants, des difficultés parfois aussi d'avancer. Mais là, c'est peut-être parce qu'il y a aussi des facteurs un peu freinants, mais toujours est-il que voilà, il peut y avoir un moment avec un Neptune rétrograde en Sagittaire quand c'est des aspects un peu plus négatifs où on peut se dire mais en fait c'est quoi le chemin? Voilà, je sens bien là que c'est une question importante pour moi à éclaircir dans cette vie-là, mais bon, je tâtonne un peu. Je pars à droite, je pars à gauche, je fais un pas en avant, 2 pas en arrière, c'est bon, voilà. Mais en même temps, ça peut permettre aussi de dissiper des mirages, on essaie quelque chose, ça marche pas, bon, c'est peut-être pas ça, voilà. Peut-être qu'il fallait persévérer. Bon, ça permet d'éclaircir un petit peu les choses. Et puis parfois aussi, c'est de croire que tel objectif, il était essentiel, on y va, et puis une fois que c'est atteint, on se dit non en fait non ça me plaît pas là ce que ce que j'ai obtenu ça le fait pas, donc il peut aussi y avoir de la déception hein, un peu comme avec Uranus en taureau, parce que ce soit le Sagittaire ou le taureau, ils peuvent être vraiment très à fond hein, dans quelque chose, et en fait ils sont tellement des fois à fond sur quelque chose qu'ils remettent pas en cause la justesse le bien fondé de vouloir ce qu'ils veulent. Pour le taureau, ce sera une question de possession, pour le Sagittaire, ce sera une question d'objectif.
Donc oui, tel objectif est essentiel. C'est évident que c'est essentiel, on se pose même pas la question, sauf qu'à un moment donné, en fait, on commençait pas à se poser de questions. Une fois que c'est obtenu, on se dit: «Ben non, en fait, c'était pas ça, en fait, que je voulais» ou «Ça me satisfait pas du tout». Donc risque de déception. Et puis, il y a une focalisation tellement forte avec un Neptune rétrograde en Sagittaire que ça peut aussi créer un isolement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la personne qui est à fond sur son objectif et qui ne voit que ça et qui ne laisse pas de place pour autre chose, que ce soit à d'autres expériences ou à des personnes parce qu'elle a vite fait de voir les personnes comme d'éventuels obstacles ou freins à la tête de son objectif. Donc voilà, c'est une personne qui peut dire: «Bah non, moi je vais poursuivre mon objectif et puis je laisserai personne entraver mon chemin». Puis il y a ceux aussi qui vont avoir des valeurs tellement fortes que, si effectivement il y a des personnes qui ont pas les mêmes valeurs, non, ça va pas se faire. On en revient un peu au fanatisme aussi avec, qui peut être un peu activé quand même avec un Neptune rétrograde, en Sagittaire. Alors voilà, j'en termine là sur cette deuxième vidéo de proposition d'interprétation de la rétrogradation des planètes. Dans la troisième et dernière vidéo, je traiterai de planètes, on va dire, plus rapides, hein, notamment Mercure, Vénus, et Mars. Alors je ne sais pas si ça va suffire une troisième vidéo ou parce qu'il me reste quand même quelques planètes à traiter ou s'il faudra que j'en fasse une quatrième. Bon, ce sera la, la surprise d'ici peut-être une semaine, voire deux si je manque de temps pour faire la prochaine vidéo sur la semaine prochaine. En attendant, je vous remercie de votre écoute et toujours pareil, un grand merci pour les likes, les commentaires positifs, les partages. Alors j'ai pas la possibilité, le temps de répondre à des demandes d'analyse très personnelles, hein, quand certaines personnes me disent: «Qu'est-ce que vous pensez de telle configuration dans mon thème?» et cetera. Bon, désolée, je peux pas répondre, voilà. Sinon j'arrête de faire des vidéos ou j'arrête de enfin, c'est mon reste de mon travail qui risquerait d'en prendre un coup. Par contre, des questions générales qui peuvent intéresser tout le monde, ça peut être vraiment intéressant puisque ça peut me donner des idées pour d'autres vidéos à faire. Voilà. Donc encore une fois, merci de votre écoute et donc à bientôt pour de prochaines vidéos.